Je vais donc vous parler d'une étude qu'on a menée dans le service qui consistait à évaluer l'impact d'une formation de gatekeeper dans des EHPAD, une étude qui était contrôlée et multicentrique. Comme on parle de formation, je vais y arriver, je voulais refaire un petit tour sur comment évaluer, qu'évaluer dans les formations, et en particulier les formations de gatekeeper. Alors, je commence par, mais maintenant vous la connaissez par cœur, donc je ne reviendrai pas sur la pyramide de Kirkpatrick. Je vous ai mis en tout petit, mais un article qui est publié par nos amis bretons et la validation de l'échelle Série 2, parce que je trouvais qu'elle résumait bien dans l'introduction les enjeux de l'évaluation, mais vous savez déjà tout dessus. Lisez quand même l'article, parce que l'échelle est extrêmement intéressante, je trouve. En tout cas, moi, elle m'intéresse beaucoup. La question de l'auto et de l'hétéro-évaluation, dans cette étude, nous, qu'on a menée dans les EHPAD, on s'est rendu compte qu'il y a une énorme différence entre la manière dont les gens s'évaluent et la manière dont nous, on pouvait les évaluer ou dont ils évaluaient les autres. La question de la persistance des effets de l'évaluation dans le temps. Bon, on l'a déjà dit plusieurs fois cet après-midi. Les effets d'une formation, en particulier d'une formation de gatekeeper, sont assez volatiles. Et puis, on parle de suicide quand on veut évaluer des impacts pour les patients, quand on veut arriver au niveau 4 de cette pyramide de Kirkpatrick. Il faut aussi se poser la question de qu'est-ce qu'on veut évaluer, des gestes auto-agressifs, donc des choses assez générales, des tentatives de suicide, des décès par suicide, des réitérations suicidaires. Et là aussi, quand on veut évaluer une formation, c'est des questions qu'il faut se poser. Bon. Juste, effectivement, quand on fait une revue rapide de la littérature sur formation et impact de la formation, on a très peu, ça aussi, ça a déjà largement été dit, peu d'études au-delà du niveau 3. Alors, je me suis amusé à faire un tout petit calcul il y a quelques jours. Si on voulait évaluer une formation ou une intervention qui diminue de 20% le taux de suicide, on aurait besoin d'inclure presque 2 millions de patients. Donc, effectivement, ça pose un peu les choses aussi sur les enjeux d'une véritable étude permettant d'avoir un résultat du niveau 4 dans la pyramide de Kirkpatrick. Donc nous, on s'est intéressé dans cette étude Gatekeeper en EHPAD, EG, à l'impact d'une formation du personnel des EHPAD à plusieurs niveaux que je vais vous détailler. Alors pourquoi les EHPAD ? Parce que évidemment, le taux de suicide est très élevé chez les hommes de plus de 75 ans, et à peu près 10 fois supérieur à la moyenne de la population générale. Ce n'est pas vrai pour les femmes, mais voilà. Et que les EHPAD, ça héberge quand même à peu près 700 000 personnes. Donc c'est quand même une population à la fois à risque et qui n'est pas négligeable. Alors quel était le design de cette étude ? C'est d'abord 24 EHPAD qui ont été sélectionnés. Je souligne qu'ils n'étaient pas volontaires, ils ont été désignés. Donc il y avait des ambiances très différentes. Et c'est déjà un enjeu pour la formation d'avoir des gens qui ne sont pas volontaires, qui ne sont pas là et qui n'ont pas demandé à être là. Parmi ces 24, 12 ont été, le personnel de 12 d'entre eux a été formé, tandis que 12 ont été laissés de côté. Quand on dit former, on veut parler d'au moins 30% du personnel. On verra que ça varie entre 30 et 100% presque. Et puis, on a comparé, au cours d'un suivi qui durait 1 an, les deux groupes d'EHPAD. On leur demandait de tenir un registre des patients suicidaires. Et nous, on faisait des visites tous les 2 mois pour récolter les données, les informations sur les patients suicidaires et sur les autres choses qu'on évaluait. Alors, qu'est-ce qu'on évaluait ? On évaluait un sentiment de compétence, donc on est au niveau 2 de la fameuse pyramide de Kirkpatrick, à la fois par auto-évaluation et par hétéro-évaluation, c'est-à-dire qu'on n'interrogeait pas tout le personnel formé, ça aurait été impossible, on interrogeait des correspondants qui, eux, s'auto-évaluaient eux-mêmes et évaluaient leurs collègues. On évaluait la manière dont étaient détectés les résidents suicidaires. Donc là, on est plutôt au niveau 3. On commence à être dans les modifications de comportement. Donc on cherchait des données sur le résident, mais aussi sur le processus de détection et des éléments de contexte un petit peu, parce qu'on se disait que cette détection, il n'était pas anodin, qu'elle se fasse plutôt la nuit ou plutôt le week-end, ou des choses comme ça.
On récoltait des données sur la prise en charge, là aussi, hein, sur le niveau 3. Qu'est-ce qu'on faisait une fois qu'on avait détecté les résidents suicidaires? Bon, on avait différentes catégories. On a regroupé ces types de prise en charge en catégories. On en avait 11. Il y en a 3 qui sont ici, par exemple, limitation d'accès aux moyens, surveillance, etc. Et puis, on s'interrogeait à une autre chose qui n'était pas en lien direct avec la formation, mais qui était plutôt la manière dont l'institution elle-même cherchait à prévenir le suicide. Voilà. Donc, prenait des mesures systématiques qui n'étaient pas appliquées uniquement aux résidents suicidaires, mais qui s'appliquaient à tous les résidents et qui pouvaient avoir un effet sur la prévention du suicide. Alors, bon, le départ, c'est 12 EHPAD formés. Le financement de ces formations a été assuré par l'ARS, qui a sélectionné également les EHPAD. Donc, pour le coup, nous, on n'a pas eu notre mot à dire, mais c'était pas plus mal. Ça fait 300 personnes formées en une formation type Seguinterra, 2 jours. Essentiellement, évidemment, des aides-soignants. Ça reflète le personnel des EHPAD. Hein. Vous savez qu'il y a un taux d'encadrement assez faible dans les EHPAD. On est plutôt au niveau aide-soignant qu'infirmier et encore moins médecin. Et puis aussi du non-soignant, des personnels de direction, enfin les directeurs, mais aussi les ASH, les AVS, et les agents de nuit, et tout le reste, les standardistes, les employés de restauration, ça pouvait être un peu tout. Donc vous voyez à peu près la répartition des personnes formées. Alors quels ont été les résultats de ce suivi pendant un an? Bon, d'abord, on a apparié les EHPAD des 2 groupes sur le statut associatif privé-public et sur la localisation, puisque le taux de suicide n'est pas tout à fait le même dans les campagnes et dans les villes, on le sait, donc on avait un peu apparié ça. Et puis on constate qu'ils ne sont pas très différents, hein, je passe sur la moyenne d'âge, le sexe ratio, et aussi sur l'historique. Alors là, juste en passant, on a donc 12 EHPAD dans chaque groupe, et vous voyez, il y en a un quart où il n'y a pas eu d'événements suicidaires dans les 5 dernières années. Pour dire que voilà, le reste, les 2 tiers des EHPAD avaient au moins eu une tentative de suicide ou un suicide dans les 5 années qui avaient précédé l'étude. Donc on évaluait un sentiment de compétence. Donc niveau 2, est-ce que vous vous sentez compétent? Alors nous, on cherchait à évaluer poser la question des idées suicidaires. La première chose qui nous semble indispensable dans la formation, c'est sur laquelle j'insiste le plus, moi, quand je fais la formation, c'est est-ce que vous vous sentez capable de poser la question? Là, on n'avait pas de différence entre les formés et non formés. Par contre, quand on demandait est-ce que vos collègues, est-ce que l'équipe de l'EHPAD peut aborder directement la question, on leur demandait une évaluation de 0 à 10, c'était donc une évaluation assez générale. Mais là, on sentait quand même une certaine différence. Et moi, je l'interprète plutôt comme le fait que les gens qui avaient fait la formation se rendaient compte aussi de ce que ça voulait dire, poser la question, peut-être plus que les non-formés. Alors, après, on a évalué, est-ce qu'ils détectaient des résidents suicidaires? Là, ils détectaient à peu près le même nombre dans les EHPAD formés ou non formés. Il faut comprendre que cette détection, elle se faisait de manière plus ou moins active, puisque quand on avait évidemment un résident qui exprimait des idées suicidaires, on comptait ça comme une détection, même si on n'avait pas recherché vraiment d'idées suicidaires. Donc c'était Et ce qui est intéressant, c'est qui détecte dans ce cadre-là, parce que là, il y a une différence entre le groupe formé et non formé. C'est, en gros, dans les EHPAD non formés, c'est la colonne de droite, la grande majorité, sur les 33 crises suicidaires détectées, on en a 23 qui l'ont été par le psychologue. Dans les EHPAD formés, oui, c'est ça, 10 par le psychologue, et 23 par les autres non-psychologues. Et dans les EHPAD formés, c'était 34 par les non-psychologues et 1 par le psychologue. Donc on a conclu, c'est que finalement, la formation, ça permettait de donner aux gens quand même de se prendre en charge cette détection beaucoup plus, alors que sinon on la laisse quand même largement aux psychologues. Bon, après, là-dessus, il n'y a pas grand-chose de plus à dire, sinon que, évidemment,
les gens formés se sentaient compétents, plus compétents que les gens non formés, enfin que les personnels des EHPAD non formés, pour être précis. Et qu'ils posaient aussi explicitement la question plus souvent que les personnes qui travaillent dans des EHPAD non formés. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur la prise en charge ? Comment on réagissait dans le cadre d'un résident suicidaire ? On comptait, nous, le nombre simplement de mesures, d'actions engagées à ce moment-là. En moyenne, c'était 2,3. Et essentiellement, c'était on donne un rendez-vous avec le psychologue, on limite l'accès aux moyens et on donne un rendez-vous avec le médecin généraliste, le médecin traitant du résident. Mais si on regarde les cas où au moins une mesure était prise, ce qu'on voit, c'est que dans les EHPAD non formés, quand même, 20% des cas, 10 à peu près, dans 10 cas sur 30, enfin 8 cas sur 33, on n'avait aucune mesure de prise. C'est-à-dire qu'en gros, on détectait un résident suicidaire et puis il ne se passait rien. Je pense que ça, c'est déjà quelque chose d'intéressant sur l'impact de la formation. Et puis, on avait ce 4e niveau où on a essayé d'évaluer qu'est-ce qui, finalement, dans l'organisation générale de l'EHPAD, pouvait participer à la prévention du suicide. Là aussi, on a sur la totalité des EHPAD, ce qui était le plus fréquent, c'était déjà une consultation de préadmission. Nous, on considérait effectivement qu'une consultation de préadmission, ça évite ou ça limite le choc de l'admission, qui est une période ou de l'institutionnalisation subie. Donc tout ça, tous ces facteurs favorisant plutôt les idées suicidaires ou les tentatives de suicide. Il y avait aussi la question de la recherche systématique lors d'une consultation d'entrée des facteurs de risque suicidaire. Donc déjà, on n'était plus que sur 11 EHPAD. Et puis, on avait aussi ce qui était fréquemment mis en place, c'était quand même des réunions de suivi régulier des patients suicidaires ou des résidents suicidaires, là aussi dans à peu près la moitié des EHPAD. Et en moyenne, on avait 5 mesures institutionnelles en fin d'études. Ce que je vous présente là, c'est l'évolution avec le temps. On visitait tous les 2 mois les EHPAD formés comme les EHPAD non formés. Et là, on voit le nombre de mesures institutionnelles qu'ils mettaient en place. Nous, on se contentait de leur poser la question, qu'est-ce que vous faites pour prévenir le suicide ? Est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place dans l'institution ? On voit que dans les 2 cas, ces visites réactivaient ou activaient en tout cas une inquiétude ou mettaient le sujet à l'ordre du jour, on peut dire, puisque même dans les EHPAD non formés, le nombre de mesures institutionnelles augmente avec le temps, mais que ça augmente beaucoup plus vite et ça va beaucoup plus haut quand on a une formation. Alors, quelques mots sur les limites. C'est un essai ouvert. On savait, nous, qui était formé, qui ne l'était pas. Pour des raisons d'organisation, il n'a pas été possible de faire une étude avant-après qui aurait été certainement plus intéressante. Donc on a été obligé de faire une comparaison entre 2 groupes d'EHPAD, donc, avec un appariement. Et ce qu'on a pu constater, c'est effectivement qu'en réalité, l'impact de la formation était très variable à l'intérieur de chaque groupe. Et finalement, ce n'est pas bien rendu dans cette comparaison entre formés et non formés. Il y a d'autres facteurs qui influencent énormément l'impact de la formation. Comme je disais, ces EHPAD n'avaient pas été volontaires. Ils étaient désignés. Pour certains, ils avaient été désignés parce qu'il y avait eu une tentative de suicide grave ou un décès par suicide dans les mois précédents. Pour d'autres, c'était un peu au hasard, pour être franc. Mais en tout état de cause, l'ambiance dans laquelle on arrivait et on faisait la formation était tout à fait différente. Et on a donc dans chaque groupe une très grande variabilité. Et là aussi, ça pose effectivement la question de l'adaptation des formations au contexte. Bon, ce qu'on peut dire sur
sur les conclusions de l'étude. L'impact va certainement, et c'est intéressant, finalement, au-delà de simplement l'impact individuel et sur les compétences et les connaissances et les modifications de comportement de chacun, la formation, elle a pu créer au sein de l'EHPAD déjà une dynamique de groupe, une modification des comportements, même des personnes non formées. On a formé entre 30 et 100%, mais donc former 30% du personnel, ça peut suffire à modifier certaines choses au sein d'une institution, même pour ceux qui n'ont pas été formés. Il y a évidemment un effet des visites bimestrielles, même si c'était des visites qui avaient pour but de recueillir des données. Évidemment, elle mettait à l'ordre du jour la question du suicide, mais la formation là avait quand même induisait une vraie différence dans l'institution, au-delà de l'effet des visites. Et puis, ce qui était nettement amélioré, c'était quand même la prise en charge. Le nombre de mesures prises est quand même est significativement supérieur. Il n'y a aucun résident suicidaire dans les EHPAD formés pour lequel il n'y avait pas de mesures prises en conséquence de ces idées suicidaires, alors que c'était le cas pour 20% de ceux qui étaient dans les EHPAD non formés. Et puis, le nombre de mesures institutionnelles au-delà de la formation est significativement supérieur après formation. Je vous remercie de votre attention. Merci Nicolas pour cette intervention. Je pense qu'on a le temps pour une question. Je ne sais pas si quelqu'un... Bravo, mais néanmoins, j'ai 3 petites questions avec 3 petites réponses. Non, mais c'est un ensemble. C'est un ensemble. Il y a 10 ans, avec Jean-Louis Terra et quelques autres, nous avons fait partie d'un groupe de travail sur la prévention du suicide chez les personnes âgées du temps le ministre Madame Nora Berra. Et donc, on s'est intéressé à cette question. Alors, si vous pouviez quand même préciser les méthodes de suicide dans votre groupe, car la vulnérabilité somatique l'emporte sur la vulnérabilité physique. Quand un personne âgée tente un suicide, il a moins de chances qu'un jeune de s'en sortir. Ensuite, je crois quand même, vous pourriez peut-être dire, vous avez insisté sur la formation du personnel, bien sûr, bravo. Quelle est la réaction pour vous? Quel genre de réaction le personnel de l'EHPAD et également les familles quand un suicide intervient dans un milieu quand même bien protégé et bien surveillé aussi? Et surveillé sur le plan du comportement, surveiller aussi, je reviens sur la question de la méthode, pour se suicider en EHPAD, il y a très peu de moyens, sauf peut-être la pendaison. Voilà, c'est tout. Je peux m'arrêter, Terra? Tu permets que je m'arrête? Merci. Alors, sur les moyens, nous, pendant l'étude, on n'a eu aucun décès par suicide dans les EHPAD qu'on suivait pendant 1 an. Donc la question ne s'est pas trop posée. On continue à avoir des contacts avec les EHPAD, à intervenir assez régulièrement dans les EHPAD pour de la postvention. Et là, ce qu'on constate, c'est effectivement ce qui est décrit par ailleurs, c'est que le premier moyen, c'est surtout la précipitation dans le vide et la pendaison. Précipitation dans le vide, oui, malgré tout. On pourrait penser que les fenêtres sont fermées, mais pas toujours. Et que du coup, voilà, ça reste vraiment le moyen a priori, et c'est ce que j'ai lu, je trouve aussi dans les études, et c'est ce qu'on constate. Ensuite, la réaction des personnels, comme je disais, elle est... alors,
on a fait une autre étude avec ma collègue, le docteur Couillet, qui n'est pas ici, mais sur la perception du suicide de la personne âgée parmi le personnel des EHPAD, donc d'autres EHPAD qu'on est allé voir, pour lesquels on a fait une étude qualitative sur quelle pouvait être leur perception du suicide des personnes âgées. Et ce qu'on constate effectivement, c'est qu'ils, ils ont une acceptation assez forte de l'idée que le suicide où ils considèrent le suicide comme assez acceptable pour les personnes âgées, y compris lorsqu'ils travaillent en EHPAD, ce qui représente déjà un obstacle à une formation à la prévention du suicide. Pour différentes raisons, ils considèrent que, voilà, qui en fait sont celles qu'on retrouve dans la population générale. Quand on est âgé, on a déjà bien vécu, finalement, c'est pas si grave de se suicider. Quand on est âgé et qu'on est institutionnalisé, c'est quand même un peu un mouroir, donc finalement, on a bien raison de se suicider, et d'autres idées comme ça. Donc finalement, oui, la formation n'est... Enfin, disons que ça reste un vrai problème de faire une formation dans des EHPAD vis-à-vis d'un personnel qui part effectivement avec des idées quand même plutôt, des a priori plutôt presque positifs, j'allais dire, vis-à-vis du suicide des personnes âgées. Alors les familles, c'est plus compliqué. On n'a pas interrogé les familles. Oui, effectivement, ça pourrait... Ça reste... mais comme je le disais, il y a quelques articles sur la perception en population générale du suicide des personnes âgées. Donc je suppose qu'elles sont aussi peut-être sur cette même longueur d'onde, mais je ne peux pas beaucoup en dire là-dessus. Ça fera l'objet peut-être d'un autre congrès du GEPS. Ça fera peut-être l'objet d'un autre congrès du GEPS, mais c'est sûr que les réactions dépendent de la relation préalable. Il y a des familles qui disent c'est pas trop tôt, on l'entend. Il avait les rênes du pouvoir à la maison, maintenant c'est nous qui avons eu les rênes, il n'a pas supporté qu'on ait les rênes. Règlement de compte. Et puis d'autres, des familles sont extrêmement tristes, très touchées. Donc je ne pense pas qu'il y ait de spécificité particulière. Mais on voit un dévouement des familles qui viennent quelquefois 1 fois par jour, 2 fois par jour, ne vivent plus aussi en rendant visite. Donc c'est extrêmement variable. Et dans une même famille, dans un couple, nous n'aurons pas les mêmes réactions, même entre frères et sœurs. Voilà. Mais on y va, et je pense que c'est un autre sujet passionnant. Merci Nicolas.